nouvelles images prises le jour de l'arrestation d'un passager slovaque à Charleroi. Images amateurs qui montrent le début de l'intervention policière. Le suspect est décédé quelques minutes plus tard. Bonsoir et merci d'avoir choisi RTL Info pour vous informer. Un nouveau point rouge sur la carte européenne du coronavirus. Bruxelles est épinglée par le Centre européen des maladies. Nous verrons quelles sont les conséquences pour la capitale. Le code jaune est validé pour la rentrée scolaire dans le supérieur. Cela signifie masque obligatoire pour tous les étudiants et présence maximum pour les premières années. Détail avec Corentin Simon. Mesure plus souple pour les cérémonies de funérailles. Elles pourront accueillir 50 personnes. Nous verrons ce que cela change pour les entreprises de pompes funèbres. Michel Fourniret a enlevé et tué Estelle Mouzin dans le nord de la France il y a 17 ans. Son ex-épouse est passée aux aveux aujourd'hui. Nous irons aussi à Spa-Francorchamps qui s'apprête à accueillir un Grand Prix de Formule 1 sans spectateurs le week-end prochain. Voici donc ce soir de nouvelles images de l'arrestation de Jozef Chovanec à l'aéroport de Charleroi. Le Slovaque a été arrêté dans l'avion, puis maîtrisé sur le tarmac. C'est ce que montrent ces images. Il est décédé quelques minutes plus tard. Mélanie Renda avec nos confrères de VTM. À bord d'un avion vers Bratislava, un témoin filme cette scène quelques minutes avant que Jozef Chovanec ne soit placé dans une cellule à l'aéroport de Charleroi par la police fédérale. Un homme est monté dans l'avion. Il semblait assez agressif et s'est assis à la première rangée. Directement, 2 stewards sont arrivés près de lui. Ils ont discuté pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que l'homme finisse par redescendre. Le témoin explique qu'une fois descendu, des agents de police attendaient l'homme sur le tarmac. Il a soudainement commencé à courir pour s'enfuir. Mais après 50 mètres, il est revenu vers les policiers complètement confus. Les agents ne parvenaient pas à le maintenir. Toujours selon ce témoin, Jozef Chovanec sera finalement immobilisé au sol, puis emmené à l'intérieur de l'aéroport par au moins 4 policiers. Pour rappel, Jozef Chovanec, un passager d'origine slovaque, a perdu la vie après cette interpellation. Un agent s'était notamment assis de tout son poids sur sa cage thoracique pendant 18 minutes. Selon les vidéos filmées dans la cellule, le passager qui ne trouvait plus ses documents d'embarquement semblait avoir perdu la tête. L'autopsie n'ayant révélé aucune trace de drogue ni d'alcool, les autorités slovaques se disent choquées par les images et demandent des explications à la Belgique. Et notez que l'avocat de la jeune policière qui faisait un salut nazi sur une autre vidéo ne s'exprime pas à la demande de sa cliente. Il indique simplement qu'elle nie toute intention fasciste ou raciste. Il précise aussi que l'enquête ne permet pas d'établir que les comportements des policiers soient la cause du décès. Plusieurs enquêtes sont d'ailleurs ouvertes suite à cette affaire. Une enquête interne à la police, une enquête du comité P, c'est la police des polices. Le ministre de l'Intérieur devrait également être entendu sur ce dossier au Parlement. Corentin Simon avec Recep Ametaj. Le geste est fort. Le numéro 2 de la police fédérale fait un pas de côté. J'ai demandé que l'on interrompe temporairement mon mandat. André Desenfants prend de la distance, le temps de faire la lumière sur cette affaire. Plusieurs enquêtes vont être menées, d'abord en interne à la police fédérale par rapport aux faits, mais aussi à la circulation des informations au sein de la police. Comment ce flux d'informations s'est déroulé et comment il se fait que je n'ai pas été au courant de faits de telle gravité. Une enquête judiciaire est aussi à l'instruction depuis 2018. Elle doit déterminer les causes de la mort de la victime. De nouvelles auditions doivent être réalisées, notamment de la policière auteure du salut nazi. Selon nos informations, elle avait déjà été entendue en mai 2018 par le comité P. La police des polices a été saisie par le juge d'instruction de Charleroi. Il a été demandé d'informer le comité P d'éventuels dysfonctionnements organisationnels ou structurels dans le cadre de cette enquête judiciaire. Le comité P a reçu une plainte en 2018 qui a été transmise au juge d'instruction. Parallèlement, une enquête sur le volet disciplinaire de l'affaire va être ouverte par l'inspection générale de la police. Et c'est ici le comportement des policiers qui est visé. Cette attitude envers quelqu'un est en fait insupportable. Ce sont des mesures qui étaient hors de toute proportion, même si on doit maintenir l'ordre public.
Amnesty International demande aussi une enquête et se pose la question du timing. Il a fallu que les images deviennent publiques pour que tout d'un coup, ça remue à l'intérieur. Et ça c'est une image de ce qui se passe en réalité, je ne dirais pas au quotidien, mais de façon régulière au sein de l'appareil policier en Belgique et qui réclame une enquête en profondeur. Au niveau politique, les commissions justice et intérieure de la Chambre se réuniront en urgence la semaine prochaine. Peter De Crème, le ministre de l'Intérieur, devrait être auditionné. Dans l'actualité de ce vendredi, Bruxelles est désormais coloriée en rouge sur la carte européenne des zones sensibles au coronavirus. Ce n'est pas une surprise pour les scientifiques, mais c'est un nouveau coup dur pour le tourisme dans la capitale. Tourisme déjà très mal en point. Nicolas Loïc avec Emmanuel Talarico. Une grande place déjà bien vide depuis 5 mois. Des hôtels remplis à moins de 5% en plein mois d'août. Et pour combien de temps encore? Aujourd'hui, les hôtels, restaurants et cafés n'y croient plus. C'est la catastrophe. La région dépasse les 120 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les 2 dernières semaines. Le nombre d'admissions à l'hôpital augmente toujours. Conséquence, une carte qui peut freiner les futurs touristes, comme les touristes d'affaires en septembre. Il y a déjà très peu d'hommes d'affaires. Au niveau du tourisme, n'en parlons pas. Alors, si en plus de ça, ils doivent subir une quarantaine, c'est un coup de guillotine. Une carte du Centre européen de prévention, suivie attentivement par les autres États. C'est à eux de prendre d'éventuelles mesures contre des voyageurs qui passent par Bruxelles. Nous-mêmes en Belgique, nous n'appliquons pas les couleurs de centre de prévention comme ça. On analyse beaucoup plus d'autres critères qui font, comme vous avez pu voir, que les couleurs sont différentes que les couleurs du centre de prévention. Une situation alarmante que relativise le cabinet du ministre-président bruxellois, car la situation a tendance à se stabiliser ces derniers jours. Même écho du côté de l'Office du tourisme. On espère que la semaine prochaine, si les chiffres sont identiques à cette semaine-ci, nous serons de nouveau dans l'orange. La semaine prochaine, soit 2 semaines après le début de l'obligation du port du masque dans la région, pour l'instant, ni le ministre-président ni le ministre de la Santé ne prévoient de nouvelles mesures sanitaires. Et regardons les derniers chiffres, mais à l'échelle nationale, les nouveaux cas positifs sont en baisse d'une semaine à l'autre. 505 nouvelles contaminations par jour en moyenne. Les admissions à l'hôpital diminuent aussi légèrement. 28 par jour. Il y a eu aussi quasiment 10 décès par jour en moyenne des suites du virus. Le nombre de lits occupés a diminué hier par rapport à mercredi. 303 patients sont hospitalisés dans le pays, dont 82 en soins intensifs, là aussi en diminution. Et parlons justement du long terme. La Première ministre expliquait hier que nous allions devoir vivre avec le virus pendant plusieurs mois. Le port du masque et la bulle de contact vont donc devoir entrer dans les mœurs. À quoi ressemblera notre nouvelle vie avec le virus? Réponse avec le dossier RTL Info préparé par Loïc Parmentier et François-Xavier Van Leeuwen. Centre-ville de Liège. Le travail ne manque pas avec l'installation des 465 nouveaux panneaux de signalisation un peu partout dans la ville. Une idée du bourgmestre en personne. Ben oui. C'est moi qui ai choisi de mettre un homme et une femme. Fini le temporaire, la lutte contre le coronavirus s'installe dans la durée. Le moins de temps possible, mais ici il faut faire en sorte que ces panneaux qui sont arrachés ne le soient plus. Donc avec des mesures comme celle-là, nous sommes sûrs qu'ils vont rester. Il faut penser à ce que les choses peuvent toujours tourner moins bien que ce qu'on l'espère, raison pour laquelle, oui, on réfléchit dans le long terme. Réfléchir à long terme, cela concerne aussi notre bulle sociale, le nombre de personnes que l'on peut voir de manière rapprochée, une bulle qui n'a cessé d'évoluer. Chaque foyer pourra accueillir à son domicile jusqu'à maximum 4 personnes. Vous pouvez avoir des contacts plus rapprochés avec 10 personnes. Question également sur la bulle de 10 qui passe à 5. À 15. À 15, pardon. À partir de mercredi, elle passera à 5 personnes, toujours les mêmes. Ça change pas, il n'y a pas que moi. Moi, j'en sais rien non plus, je suis pas très bien informée. C'est pas bien de le dire, mais au moins c'est sincère. Les explications ne sont pas toujours explicites, mais ça change tout le temps. Mais je pense que c'est toujours à 5. Oui. Vous pensez ou vous êtes sûr? Je suis sûre.
Je suis sûre. Et pour que tout soit clair pour tout le monde, hier, le Conseil national de sécurité a décidé de prendre une autre direction. Il gérait le coronavirus comme une crise. Mais comme cela dure, cela deviendra une gestion de risque. C'est facile à comprendre. Tous les jours, malheureusement, il y a des décès sur la route, des accidents de voiture. Ce n'est pas pour ça qu'on interdit aux gens de prendre leur voiture. On accepte de facto qu'il y ait un risque à prendre sa voiture. Et on a mis des règles, pas plus de 120 à l'heure sur les autoroutes, qui, si on applique ces règles, a priori permettent aux gens de ne pas avoir d'accident. Et donc pour le Covid, on a envie de passer un peu dans la même philosophie. On voudrait quand même pouvoir implémenter des règles qui soient sur le long terme. Le principe de la bulle sociale va donc disparaître. Les autorités donnent un mois à des experts, dont des psychologues, pour inventer un nouveau mode de vie à l'ère coronavirus. Et dans ce cadre, le groupe d'experts sur le déconfinement disparaît, il se restructure. On l'appelait le GES, il sera remplacé par un conseil qui va se charger du bien-être mental et social des Belges. Avec nous ce soir, Eric Havlik, bonjour. Vous êtes la présidente du GES, du groupe d'experts, ce groupe d'experts qui avait conseillé pendant toutes ces semaines les politiques pendant le déconfinement. On vient de le voir ici. On part sur des mesures qui vont durer pendant longtemps. Est-ce qu'on ne parle plus de déconfinement aujourd'hui ? Pas exclusivement. C'est ça un peu la situation. Au moment où la GES a commencé ses activités, le mandat de ce groupe était vraiment de se focuser, comment est-ce qu'on peut sortir de ce lockdown, de ce confinement. Et oui, vous voyez, une crise vient de phase à phase et à un moment donné, on s'est rendu compte, ça ne sera pas juste seulement le déconfinement, il y aura des moments aussi de reconfinement ou des combinaisons comme on est maintenant. Concrètement, le port du masque, ça va encore durer combien de temps ? C'est difficile à dire. Des mois, des années, honnêtement Honnêtement, ce que je pense, des mois au moins. Je pense que ça va nous accompagner pendant des mois et des mois, surtout dans les mois d'hiver où on aura encore pas mal d'autres infections respiratoires qui vont troubler un peu l'image de cette maladie. Ça va nous aider, je pense. Un mot de la bulle aussi. On vient de le voir. Ça n'a pas toujours été facile à comprendre pour les Belges. Vous soutenez, vous, ce principe de bulle, en tout cas en tant qu'expert. Qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à ce principe de bulle ? Il faut le soutenir, il faut le continuer ou pas ? D'accord, il y a deux choses. Donc, il y a le contenu de la bulle. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis ce concept de bulle ? C'est plutôt... c'est une image pour mettre clair qu'on peut voir que une toute petite fraction des gens, un tout petit nombre de gens, d'une manière très proche. Voilà, et ça, on appelle la bulle des gens qui sont très proches. Et tous les autres gens, on voit à distance. Ça, c'est un peu la question. C'est le concept. Voilà, ça, c'est le concept. Après, sur l'explication de la bulle, sur le nombre de la bulle qui a varié. Oui, sur le nombre... bien sûr, on a eu pas mal de chiffres et à un moment donné, quelque part au milieu du mois de mai, on s'est dit peut-être on veut sortir un peu du chiffre parce que sinon tout le monde va se fixer sur ce chiffre. On vient de la bulle de 4 et puis de 10, on est passé à 10 et puis à 15. Mais le 10, pour nous, était un peu... C'était... un chiffre plutôt symbolique, mais bon, pas tout à fait symbolique. Il a fallu que ce soit un chiffre assez limité, oui. Et bon, puisque c'est quand même encore un concept qui est difficile à comprendre, qui est difficile à avoir, il nous faut repenser comment expliquer ce qu'on veut ou ce qu'on voudrait que les gens fassent, que nous tous fassions, c'est d'avoir un nombre limité des contacts proches et de tous les autres gens qu'on voit sont à distance. Ça, c'est le message. C'est la base. Voilà, après, le chiffre peut varier. C'est compliqué de peser sur le quotidien de 11 millions de personnes, de dire aux politiques, là, il faut imposer des restrictions, il faut imposer un lockdown. Oui, évidemment, bien sûr, parce que dans la vie normale, je suis un médecin, j'aide les gens. C'est pas normalement de mon travail de dire
bien sûr, on dit souvent comme médecin aussi, il faut prendre ces médicaments, faire ça et ça et ça. Mais maintenant, l'échelle est beaucoup plus grande et on entre vraiment dans la vie et la vie privée des gens. Et bon, c'est difficile pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde, sans doute. Merci beaucoup Eric Havlik d'être venu témoigner en direct ce soir sur RTL TVI. L'étape suivante, à court terme, c'est la rentrée scolaire. Tout est réglé pour les maternelles, les primaires et les secondaires. Et une décision vient d'être prise concernant la rentrée dans le supérieur. Corentin Simon, bonsoir. Le code jaune est validé. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien que les différentes universités du pays vont devoir organiser un maximum d'activités en présentiel dès la rentrée. Les étudiants vont donc devoir retourner sur les campus du pays. A priori, les cours par vidéoconférence, eh bien, ils deviendront l'exception. Ce qui veut dire qu'il faudra respecter de nouvelles mesures pour les étudiants. Et la plus marquante, eh bien, ce sera le port du masque. Il sera obligatoire partout dès l'entrée de l'étudiant au sein de l'établissement, que ce soit pour circuler dans les couloirs ou pour suivre les cours. Même si le cours dure 2 heures, eh bien, il faudra porter le masque, ce sera la règle. Il faudra aussi respecter une distance d'1 mètre entre les étudiants. De manière générale, les différents établissements sont invités à réduire leur fréquentation de 25% par rapport à la normale, ce qui veut dire que eh bien, les différentes universités devront organiser des rotations entre les étudiants. Ils ne pourront pas être là tous en même temps. Et à ce sujet-là, eh bien, les autorités ont pensé aux petits nouveaux, les étudiants en première année qui feront leur première rentrée au mois de septembre, évidemment assez particulière. Eh bien, ils auront la priorité a priori sur les autres étudiants. Je vous propose d'écouter à ce sujet Valérie Glatini, la ministre francophone de l'enseignement supérieur, interrogée avec Recep Ametaj. Nous avons en effet encouragé les établissements à mettre la priorité sur les étudiants qui arrivent en première année parce qu'on sait qu'ils ont besoin de davantage de présentiel pour pouvoir appréhender les codes de l'enseignement supérieur. Donc l'objectif, c'est vraiment de permettre un campus riche en contact avec un maximum d'activités en présentiel, mais on sait évidemment que la capacité logistique des auditoires n'est pas infinie et donc il faudra trouver des solutions créatives pour permettre à un maximum d'étudiants de pouvoir participer à des activités en présentiel. Voyons maintenant sur le terrain comment les universités et hautes écoles vont organiser cette rentrée. Gauthier Falk est à l'UC Louvain. Bonsoir Gauthier. Comment les mesures dont on vient de parler seront-elles appliquées à l'UC Louvain ? Eh bien, les autorités de l'université ont jusqu'au 14 septembre pour répondre à cette question. Il faut savoir qu'ici, à l'UC Louvain, il y a 32 000 étudiants. Alors, c'est toute une organisation pour les cours. Alors, j'ai à mes côtés Vincent Blondel, le recteur de l'UC Louvain. Concrètement, est-ce qu'il y aura des limitations dans les auditoires ? Oui, bien sûr, puisque c'est un étudiant sur 2, une place sur 2 qui pourra être occupée. Heureusement, on a aussi des auditoires qui sont très vastes. Nous sommes très attentifs à la qualité de l'enseignement et à la possibilité qui est offerte aux étudiants de se retrouver en présence de leurs enseignants, tout particulièrement pour les étudiants primo-inscrits, ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors, autre question par rapport au folklore qui est très important pour les étudiants. Est-ce qu'il pourra être maintenu ici ? Alors évidemment, une vie universitaire, ce n'est pas seulement des études, c'est aussi toute une expérience complète. Le folklore, le sport, la culture, la vie sociale, les quotas projets, la vie. On veut que nos étudiants soient en présence les uns des autres, qu'ils aient l'occasion de nouer des liens, de développer des activités. On est très attentif à poursuivre ces développements-là tout en s'assurant que les conditions sanitaires optimales soient bien respectées. Bien, merci beaucoup. Il reste donc un peu plus de 20 jours pour les universités pour pouvoir organiser cette rentrée. Merci Gauthier Falk. À Louvain-la-Neuve, l'université de Liège, de son côté, avait déjà indiqué qu'elle comptait tester tout son personnel et les étudiants une fois par semaine. Des tests salivaires qui sont assez rapides et faciles à utiliser. Des tests qui sont prêts. Julien Modave et Pierre Morleghem vous les montrent ce soir pour RTL Info. Un tube vide, surmonté d'un entonnoir pour y recevoir de la salive, 1,5 millilitre à peine. Si on salive plus, ça partira ici dans le trop-plein qui se trouve autour. Donc on salive dedans, on remplit le cylindre central. Quand il est rempli, on dévisse l'entonnoir. Quand on le dévisse, il s'ouvre et la salive qui se trouve dans le cylindre central va tomber dans le tube. Une fois dans le tube, on enlève l'entonnoir et on applique un bouchon dans lequel un produit bleuté rend le potentiel virus inoffensif. C'est tout. Le reste, c'est un travail de laboratoire qui donne un résultat dans la journée.
Le système est unique au monde et la recherche, financée en partie par la région wallonne. Aujourd'hui, il coûte 12 € et son prix est entièrement pris en charge, lui, par l'université. Ce ne sera pas obligatoire, dans le sens où ils ont tous la possibilité de se faire tester. Et nous espérons qu'une grande majorité se fera tester. Et même si tous ne se font pas tester, ça donne comme de bonnes indications, parce qu'on verra quelle est l'étendue de la désinfection éventuelle dans la population étudiante. 25 000 étudiants, 5 000 membres du personnel testés toutes les semaines. Dès la rentrée, ils vont tous y avoir droit. C'est anonyme. La personne avec son code barre peut savoir si elle est positive ou négative, mais personne d'autre ne peut savoir si elle l'est ou pas. En cas de résultat positif, il est conseillé de prendre immédiatement contact avec son médecin et de se placer en quarantaine. Ce test est impossible à acheter sur le marché. Il n'est pas encore homologué par le fédéral qui devrait finir par le valider pour permettre son remboursement. Et dans les maternelles, le Covid-19 pourrait avoir des conséquences inattendues sur l'organisation des écoles. Beaucoup de parents hésitent à inscrire leur enfant puisque ce n'est pas obligatoire. Résultat, les petites écoles qui souffrent souvent du manque d'inscription risquent d'être nombreuses à fermer leurs portes cette année. Gauthier Falk avec Nathan Gerlache. 3 élèves sur les 12 requis, c'est ce qu'il manque à cette école de Poussey pour survivre. C'est une école qui existe depuis 1830 et si malheureusement elle devait fermer, elle ne rouvrirait jamais. C'est maintenant ou jamais. Je pense qu'il y a des enfants qui ne sont peut-être pas encore inscrits dans une école parce qu'il y a des parents qui réfléchissent toujours et on peut les comprendre. Mais je les invite à venir visiter ici notre petite bulle. Ce serait une très grande perte parce que un encadrement comme on a ici, on ne peut pas l'avoir autre part. On a 2 adultes en permanence avec un petit groupe d'enfants. C'est cocon, on peut tenir compte des différences des enfants. Et ce manque d'élèves, il est en partie causé par le coronavirus. L'école n'est pas obligatoire en dessous de 5 ans. Conséquence, certains parents hésitent à inscrire leurs enfants. Les parents ont peur du Covid et donc n'inscrivent pas et disent « nous viendrons inscrire les enfants dans 1 mois, dans 3 mois, dans 5 mois ». La problématique, c'est que ça n'arrange pas l'école et sa survie. Ici, une journée porte ouverte sera organisée demain pour attirer des élèves. Des élèves, il en manque 2 également dans l'école de Florey à Assès. En fait, on peut reprendre en septembre, mais au recomptage du 30 septembre, actuellement, nous n'aurons pas le nombre d'enfants nécessaires pour pouvoir maintenir l'emploi en maternelle. De son côté, l'échevin de l'enseignement espère une plus grande flexibilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il va envoyer un courrier à la ministre de l'Éducation, Caroline Désir. L'objectif principal, c'est quand même de maintenir des écoles et de maintenir l'emploi. Il serait un petit peu, je veux dire, ridicule de le maintenir dans des grosses classes et ici, pour des plus petites classes, effectivement fermer l'école. À d'autres établissements, la ministre a déjà répondu qu'elle ne fermerait pas les écoles impactées par les conséquences de la crise. Et hier, le Conseil national de sécurité a assoupli les règles pour les funérailles. Les réceptions après une cérémonie pourront se faire en présence de 50 personnes. Cette mesure permettra d'éviter des situations compliquées à vivre pour les familles et difficiles à gérer pour les entreprises de pompes funèbres. Justine Roldan-Pérez avec Gaëtan Zanqueta. Jusqu'à présent, seules 10 personnes étaient autorisées à assister aux réceptions après les funérailles. Pas toujours évident pour les familles d'accepter cette règle dans un moment difficile. Il faut les comprendre, ils perdent quelqu'un de proche et ils sont dans le désarroi et ils ne raisonnent pas toujours correctement parce que voilà, l'émotion est là et tout ça est tout à fait normal, mais c'est un peu notre rôle aussi. Maintenant, on n'est pas là non plus pour jouer aux policiers, il faut simplement essayer de trouver des solutions les plus sécurisées. Le secteur des pompes funèbres estime qu'il est plus humain d'autoriser ces réceptions à 50 personnes. Dans la pratique, certaines familles contournaient les règles en vigueur. Si la famille est à 20 et qu'on n'a que 10 personnes au crématorium en train d'attendre les cendres, les 10 restent dans le salon et puis les autres restent dehors et ils font un tour chacun à son tour, ils viennent prendre la place. Ce qui est bon, on contourne la loi tout en étant en règle. Avec l'assouplissement des règles, les agents de pompes funèbres pourront donc gérer plus facilement les cérémonies. Il faut dire que depuis mars, il n'est pas toujours évident de s'organiser. Certains ne veulent même plus se déplacer parce qu'ils ont peur et donc on doit faire par téléphone et c'est assez compliqué de gérer des funérailles par téléphone sans voir la famille, sans avoir ce contact et sans vraiment mesurer la situation. Concernant les funérailles à l'église, là rien ne change, 100 personnes maximum sont autorisées, mais toujours dans le respect de la distanciation sociale.
Les affaires étrangères belges ont adapté leur liste des destinations rouges et oranges. En Espagne, plusieurs régions passent en rouge, c'est-à-dire qu'il est interdit de s'y rendre. Les Baléares, Madrid et le Pays Basque. En France, le département des Bouches-du-Rhône est maintenant en rouge. La Grèce passe en orange et de nombreuses régions françaises et espagnoles passent également de vert à l'orange. La liste complète de ces nouvelles zones est à consulter sur notre site rtlinfo.be. La Belgique devrait déjà commander des vaccins pour le virus. Même si ce vaccin n'existe pas encore, l'Agence fédérale du médicament a analysé un vaccin à venir et donné son feu vert. Nous allons acheter 4 millions de doses. Mélanie Renda et Thomas Decuper. Le comité scientifique a donné son avis. Selon lui, la Belgique peut se lancer dans l'achat d'un premier vaccin. Ce vaccin est en cours de développement par la société AstraZeneca. Une partie de la production se fait sur le sol belge, à Senef. Pour donner leur feu vert, les experts se sont penchés sur différents critères. Notamment l'analyse des bénéfices et des risques associés au vaccin dont on a déjà les informations, et celui-ci est particulièrement avancé, ainsi qu'une analyse des éléments de production, d'approvisionnement, de prix et des aspects également contractuels et juridiques. La Belgique pourrait donc suivre l'Allemagne, l'Italie, la France et les Pays-Bas qui, eux, ont déjà conclu un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. La décision finale revient aux politiques, mais si le feu vert est donné, la Belgique aura besoin de 4 millions de doses. À ce stade, on est à des recommandations du Conseil supérieur de la santé qui a rendu un avis pour déterminer les groupes cibles prioritaires. Et ces groupes cibles prioritaires sont clairement identifiés et qui correspondent en théorie à peu près à 4 millions de Belges, principalement les personnes âgées, les personnes à risque, donc notamment l'obésité, le diabète, les risques cardiovasculaires et les professionnels de la santé. Un tel vaccin met habituellement entre 8 et 12 ans à être produit. AstraZeneca espère pouvoir le délivrer au mieux pour la fin de l'année. Tout dépendra des essais cliniques. Au niveau européen, d'autres groupes pharmaceutiques ont été sollicités, comme Sanofi ou encore GSK. Mais pour ces dossiers, la Belgique n'a pas encore été appelée à se prononcer. Une bonne nouvelle pour Brussels Airlines. La Commission européenne a approuvé le plan d'aide de la compagnie aérienne. L'État belge pourra apporter 290 millions d'euros à la compagnie pour assurer sa pérennité. Dans la suite de votre RTL Info 19h, nous irons à Franc-Ouarez, où les pompiers ont maîtrisé un incendie dans un hangar et ils ont dû travailler avec la présence de nitrate d'ammonium. Plusieurs habitants ont été évacués par précaution. Nous verrons également comment la Fédération automobile internationale et la police vont gérer le Grand Prix de Spa-Francorchamps le week-end prochain. Ce sera sans public. Dans l'actualité de ce vendredi, Monique Olivier a parlé. L'ex-femme de Michel Fourniret a expliqué que son mari avait bien violé et tué Estelle Mouzin. La jeune fille avait disparu il y a 17 ans près de Paris. On apprend également ce soir que des traces ADN de la jeune fille auraient été retrouvées sur un matelas chez la sœur de Michel Fourniret. Fourniret qui était le suspect numéro 1 depuis des années dans cette affaire, mais qui n'avait jamais avoué. Christophe Giltet. Estelle Mouzin, 9 ans, a disparu le 9 janvier 2003 alors qu'elle revenait de l'école. Elle habitait à Guermantes, non loin de Paris, avec sa maman. Michel Fourniret avait déjà été soupçonné de l'enlèvement d'Estelle en 2003, mais il avait produit un alibi. Un coup de fil passé à son fils depuis sa maison des Ardennes au moment où elle disparaissait. C'est cet alibi qui est tombé avec les aveux de son ex-épouse Monique Olivier. Monique Olivier a déclaré au juge d'instruction que Michel Fourniret avait enlevé Estelle Mouzin, l'avait kidnappée, l'avait emmenée le 9 janvier 2003 à Ville-sur-Lume pour la séquestrer et qu'il l'avait violée et étranglée. Et on connaît désormais ce qui s'est passé pour Estelle Mouzin et qu'il l'a tuée. Voilà. Monique Olivier est désormais inculpée pour complicité dans cette affaire, ce qui ne changera pas grand-chose pour elle, puisqu'elle a déjà été condamnée à la perpétuité en 2008. Michel Fourniret, qui souffre de problèmes de mémoire, avait avoué ce crime en mars, mais de manière confuse, en voyant une photo d'Estelle. « Je reconnais là un être qui n'est plus là par ma faute », avait-il déclaré à la juge. Au mois de juin, d'importantes fouilles avaient été menées dans les Ardennes françaises, dans 2 anciens domiciles du couple. Elles n'avaient rien donné. Elles vont donc très certainement reprendre, mais Monique Olivier n'a donné aucune indication sur l'éventuel emplacement du corps.
Une centaine d'habitants de Franc-Ouarez ont été brièvement évacués hier soir par précaution. Un hangar agricole a pris feu. Il contenait plusieurs tonnes de nitrate d'ammonium, la même substance qui a provoqué l'explosion de Beyrouth. Heureusement, dans ce cas-ci, le produit était déjà transformé et donc inoffensif. Précision avec Alima Mouansali et Catherine Van Zeveren. Des flammes, encore vives dans ce hangar agricole, mais désormais contenues par les pompiers. L'incendie a démarré hier soir aux alentours de 20 h, alors que le propriétaire venait d'y parquer son tracteur. L'incendie a très vite généré de l'inquiétude, puisqu'une trentaine de tonnes de nitrate d'ammonium y étaient entreposées. Nous avons limité l'engagement en personnel directement exposé. Nous avons augmenté les capacités en eau. Nous avons tâché d'inerter l'ensemble de l'engrais et de limiter le rayonnement de l'incendie vers ces engrais qui étaient un risque potentiel. Un risque potentiel d'explosion qui était en fait minime, d'après la Fédération wallonne de l'agriculture. Les engrais stockés chez les agriculteurs ne sont pas explosifs. Leur concentration en azote est inférieure à 28%. Ils sont en outre testés avant d'être mis sur le marché. Par mesure de précaution, la bourgmestre de la commune a tout de même décidé de faire évacuer près d'une centaine de personnes hier soir. Nous avons ouvert le hall sportif de Fernelmont. Nous avons accueilli familles avec enfants, mais aussi avec les animaux de compagnie. L'évacuation a été levée 2 heures plus tard. Des dégagements de fumée non toxiques sont toujours en cours et devraient se poursuivre durant plusieurs jours. Quant à la cause de l'incendie, elle n'est toujours pas déterminée à ce jour. A priori, elle est accidentelle, mais donc les exploitants nous ont informé qu'ils avaient travaillé toute la journée avec leurs machines, puisque les hangars contenaient des moissonneuses-batteuses et des tracteurs. Et donc il n'est pas impossible que des véhicules encore chauds aient pu initier un incendie, mais rien de certain à l'heure actuelle. Chez nous, pour stocker du nitrate d'ammonium, il faut impérativement disposer de silos sécurisés et ne pas dépasser une température de 50 degrés. Aucune confirmation pour l'instant que le propriétaire de la grange était bien en règle. Une banque a été attaquée à l'explosif tôt ce matin à Rémicourt, en province de Liège. Les voleurs ont détruit un distributeur de billets. On ne sait pas s'ils ont emporté un butin. La salle des coffres n'a pas été touchée. Image RTL Info de Pierre Morleguem. Nous vous parlions hier des pertes d'emplois attendues liées au Covid. 150 000 licenciements avant 2021, selon les spécialistes. Le Forum, de son côté, donne un signal plus encourageant. 42 000 postes sont à pourvoir en Wallonie. C'est un peu moins que l'année passée. Et surtout, 1 emploi sur 4 n'exige aucune expérience. De quoi rassurer les jeunes qui sortent des études. Justine Roldan-Pérez, Gaëtan-Zanqueta. 1391 postes à pourvoir dans le secteur de la santé, 1094 dans le secteur du commerce, 802 dans la construction ou encore 426 dans l'éducation. Les secteurs sont variés, les profils recherchés le sont aussi, avec des opportunités pour les jeunes diplômés. Il y a effectivement des opportunités d'emploi qui peuvent être visées par des jeunes qui sortent des études, qui ont un diplôme à présenter, mais pour lesquels les entreprises ne cherchent pas des personnes qui ont déjà de l'expérience. Et donc c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on a beaucoup parlé du chômage des jeunes durant cet été. Et là on a une bonne nouvelle à leur annoncer puisqu'il y a des offres et dans beaucoup de secteurs. Au total, 11 543 offres d'emploi n'exigent aucune expérience. Habituellement, entre juin et octobre, 20 000 jeunes âgés de 18 à 24 ans s'inscrivent au Forum. Cette année, ils semblent moins nombreux à entamer cette démarche. Le Forum les encourage donc à le faire pour bénéficier gratuitement de tous les services. C'est déjà l'aider dans ses démarches administratives, ça c'est une première chose. Et puis après, dans la façon de se positionner sur le marché de l'emploi, on peut l'aider sur le fameux CV, la fameuse lettre de motivation, préparer aussi sa candidature. Et puis, s'il manque l'une ou l'autre compétence, on peut aussi former ces demandeurs d'emploi justement pour décrocher ce fameux sésame. Le Forum rappelle également que si les formations ont pu reprendre, beaucoup moins de places sont disponibles par rapport aux autres années. Et ce, pour respecter la distanciation sociale. À l'étranger, nouveau rebondissement dans l'affaire Navalny, du nom de cet opposant russe hospitalisé depuis hier. Un laboratoire de la police a découvert une substance chimique sur son corps. Son épouse demande à Vladimir Poutine d'extrader son mari pour être soigné en Allemagne. L'hôpital confirme que c'est possible. Arnaud Gabriel. Pour le moment,
Alexei Navalny est toujours hospitalisé dans cet hôpital en Sibérie, mais sans doute plus pour très longtemps. Nous avons pris la décision de ne pas nous opposer à ce qu'il soit transporté vers un autre hôpital, celui qui nous sera désigné par ses proches. Une décision attendue par les proches de l'opposant depuis plusieurs heures. Une journée aux multiples rebondissements. Ce matin, lors de la première communication du jour, une information inattendue. Jusqu'à présent, dans les recherches effectuées, aucun poison n'a été identifié. Nous ne croyons pas qu'il ait souffert d'un empoisonnement, poursuit le médecin. L'épouse de Navalny, présente sur place, a pu voir son mari. À la sortie de l'hôpital, c'est l'inquiétude et la peur de le perdre dans les prochaines heures. Il n'est pas en bonne forme et nous ne pouvons certainement pas faire confiance à cet hôpital. Nous demandons qu'il nous le rende pour qu'on puisse le soigner dans un hôpital indépendant avec des médecins en qui on a confiance. Une demande refusée, impossible à réaliser selon les médecins vu l'état de santé d'Alexei Navalny, jugé jusque-là instable. Pour son transfert, je pense, et c'est ce qu'a décidé le Conseil, que c'est pour le moment prématuré. Il est nécessaire d'arriver à une stabilisation complète du patient. En matinée, l'Allemagne et la France se disent extrêmement préoccupées et attristées. À midi, Berlin est en contact avec Moscou pour résoudre ce cas qualifié d'humanitaire urgent. Ce soir, un avion affrété par une ONG allemande attend à l'aéroport d'Omsk, prêt à prendre en charge Alexei Navalny. Aux États-Unis, Joe Biden a prononcé le discours le plus important de sa carrière politique, son discours d'investiture comme candidat démocrate à la présidentielle. Il a conclu une convention historique avec des mots rassembleurs. Christophe Giltet. Feu d'artifice pour Joe Biden dans le ciel de son quartier général à Wilmington. Quelques minutes auparavant, il avait prononcé la phrase que tout le monde attendait. Je serai fier de porter la bannière de notre parti aux élections. C'est un grand honneur et une grande humilité. J'accepte cette investiture pour la présidence des États-Unis d'Amérique. C'est devant une salle presque vide, mais en liaison Internet avec des centaines d'Américains, que Joe Biden a prononcé son discours, un discours très ferme à l'égard de Donald Trump. L'actuel président a drapé l'Amérique dans les ténèbres bien trop longtemps. Trop de colère, trop de crainte, trop de division. Ici et maintenant, je vous le promets, si vous me faites confiance et me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Je serai un allié de la lumière, pas des ténèbres. Tous ces anciens adversaires démocrates étaient en ligne, en direct, pour le soutenir, y compris Bernie Sanders. C'est un être humain qui est empathique, qui est honnête, qui est respectable. En ce moment particulier de l'histoire américaine, mon Dieu, c'est quelque chose dont ce pays a absolument besoin. Les choses sérieuses commencent. L'élection aura lieu dans moins de 2 mois et demi, le 3 novembre. Pour l'instant, Joe Biden est en tête dans les sondages. Et plus près de chez nous, le week-end prochain se déroulera le Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps. Il accueille chaque année 250 000 spectateurs. Et bien cette année, il n'y en aura aucun. C'est un huis clos. La police veillera à ce que le public ne s'introduise pas en douce le long du circuit. Des points test Covid seront également installés partout pour les accompagnateurs. Samuel Ledoux avec Julien Raway. Tout le matériel et les différentes équipes commencent à arriver. Ils seront près de 3000 dans les prochains jours sur le site de Francorchamps. Mais pour pénétrer sur le circuit, la prise de température est obligatoire. Pas question de dépasser les 38 degrés. Ça veut dire que si on a plus de 38, on n'entre pas sur le circuit et il y a toute une traçabilité au niveau de notre logiciel qui permet de pouvoir identifier ces personnes. Le circuit, long de 7 km, est divisé en plusieurs zones. La zone rouge est la plus stricte, celle des paddocks et de la piste. Les tests Covid y sont obligatoires. Ils sont effectués plusieurs fois par semaine. Les résultats sont obtenus en 6 heures à peine. Tous les teams et tout le personnel du paddock et surtout tous ceux qui viennent de l'étranger passent d'abord prioritairement par un test ici avant de rejoindre leur team et leurs équipes pour travailler.
Des centres Covid comme celui-ci sont installés à plusieurs endroits. 3 salles de quarantaine sont prévues et une ambulance est équipée spécifiquement pour gérer les cas de coronavirus. Des mesures sanitaires plus strictes que celles imposées par le gouvernement. Un casse-tête pour les organisateurs du Grand Prix. On pourra prouver qu'on était un partenaire fort, qu'on a su s'adapter, qu'on a su justement réagir à toutes ces contraintes et être capable d'organiser un événement tel que la FA dans les situations sanitaires qu'on connaît actuellement. Bien sûr, c'est important. Je pense que oui, ça peut nous aider pour l'avenir. Oui, clairement. Si les 250 000 spectateurs habituels ne pourront pas se rendre au circuit, la police va intensifier les contrôles par drone et par hélicoptère. Des amendes de 350 € seront dressées en cas de présence aux abords de Francorchamps. On va avoir un dispositif de dissuasion pour faire demi-tour ou éviter la zone proche du circuit et éviter que des gens ne puissent se rassembler dans les villages alors qu'ils n'ont rien à y faire. On continue à tenir toutes les entrées du circuit, toutes les grilles, tous les chemins d'accès, en partenariat avec la police qui, elle, a mis un gros dispositif en extérieur circuit aussi. Quant aux retombées économiques, estimées à plus de 30 millions d'euros chaque année, elles seront cette fois-ci quasi nulles. L'image du jour dans l'actualité, ce sont ces nouvelles vidéos amateurs qui montrent le début de l'intervention policière sur un passager slovaque à Charleroi en 2018, quelques minutes avant son placement en cellule et son décès. Image disponible sur notre site rtlinfo.be, comme l'ensemble des reportages de ce RTL Info 19h. Merci de vous informer avec nous, comme chaque jour. Dans un instant, les prévisions météo de votre week-end avec Sabrina Jacobs. C'est Salim Abelabas et toute la rédaction qui vous informe ce week-end. Belle soirée, à lundi. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.